Bonjour. Bonjour. Et ben du coup, j'avais préparé cette présentation, donc je suis Lyon, j'ai préparé cette présentation avec Anne Higelin de la FRAB Aura, qui au fond sont liés avec le Covid, donc du coup, je vais faire ça seule, voilà. Cette présentation, elle est faite sur la base des travaux des 2 stages de fin d'études, donc Marie Bernard et Capucine Simon, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, et elle s'inscrit dans le cadre du projet BioViande dont je vais vous parler juste après. Je pense que je vais passer assez vite sur le contexte de la viande bio. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup le tour tout à l'heure et que tout le monde est un petit peu au courant vu les personnes dans la salle. Peut-être un petit point, bon ça on l'a déjà vu, voilà, les RHD. Un petit point intéressant qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent sur le contexte et qui a été ressorti dans les travaux du stage, c'est aussi le manque de visibilité de la viande bio par rapport aux autres signes de qualité. Aujourd'hui, on a quand même du mal les consommateurs ont du mal à comprendre la différenciation de la bio vis-à-vis label rouge, les IGP, les AOP. Et donc, dans la biblio, quand on cherche un petit peu des promotions de viande bio, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a la Biocoop qui a fait une campagne viande bio. Voilà, Anne avait mis un petit prospectus porté par la FNAB, mais il n'y avait pas non plus voilà, énormément de choses. Si jamais ça vous intéresse, il y a quelques articles qui sont quand même en ce moment en train de sortir avec des choses qui sont quand même assez frappantes sur le devant de la scène médiatique. Donc, je prends l'exemple de l'article du Guardian qui met quand même en avant, donc c'est un journal quand même connu mondialement et beaucoup lu, le fait que les élevages allaitants bio extensifs ovins bovins sont les plus nocifs pour la planète. Ouais. Donc avec quelqu'un qui a dû se réveiller un matin en se disant qu'il fallait faire quelque chose pour le monde, et donc il a lu 3 articles sur l'élevage et il a publié cet article. Et donc voilà, avec le projet BioViande et le projet Bioréférence, notamment le stage de Simon demain, on a des super arguments pour contrecarrer ça, donc venez demain aussi à la présentation. Donc en gros, l'émergence du projet BioViande, c'est un contexte de filière mouvant sur la viande bio. On a beaucoup de questions sur les capacités de production des fermes en termes de qualité et quantité de produits, on vient d'en parler, les prix des intrants, les tendances de consommation, les attentes sociétales et les cahiers des charges qui évoluent. Pour les filières, nous, on s'est projeté dans ce projet aussi à réfléchir à l'ensemble de l'organisation des filières, de la filière longue au départ à la filière courte. Et donc de se poser la question, pour la filière bio, qu'est-ce que ça demande en termes de souplesse, de flexibilité, d'adaptation, d'absorber des volumes supplémentaires bio, de trouver des nouveaux équilibres. Souvent, on a l'impression qu'il suffit de parler de prix et de qualité pour organiser les choses, mais en fait, il y a des équilibres matières, il y a de la saisonnalité, il y a toute une logistique dans la vague des filières, souvent qu'on néglige. La place du haché dans la consommation de la viande aussi, qui est quand même de plus en plus conséquente. Et donc, tout ça dans une logique de juste rémunération de l'ensemble des acteurs. Et donc, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a eu un développement de la vente directe. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il y a des nouveaux circuits de proximité qui émergent. Plus de produits bio dans la restauration collective et avec la loi Egalim, mais finalement, on se rend compte qu'on arrive à certains plafonds. Et donc, c'est bien dans ce contexte-là que le projet BioViande a émergé. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je prenne le temps de redécrire le Massif Central. Tout le monde le connaît à peu près, mais voilà. Le projet BioViande, il s'inscrit dans une convention Massif Central, donc vraiment, il s'intéresse à ce qui se passe sur le territoire du Massif Central. Le territoire du Massif Central, il est caractérisé par quoi? Par sa ressource herbagère, par des niveaux de chargement qui sont quand même plutôt faibles par rapport au reste de la France. On est plutôt autour de 1 UGB, 1,07 UGB hectare de SFP. Et du coup, un territoire quand même d'élevage allaitant avec 36% des exploitations de bovins allaitants sur la zone. Donc, si je reprends le contexte, on est raccord complètement avec Proverbial sur à peu près les chiffres. Donc, le projet, il a pour vocation de questionner aussi la manière dont les filières sont organisées en bio, avec une grande partie des mâles qui ne sont pas valorisés sur le circuit bio. Et c'est comme ça que les réflexions ont émergé.
Donc, le projet Bioviande, il s'est construit en 2017 avec pour objectif de travailler sur des élevages allaitants à l'herbe, de travailler à développer, conforter des débouchés locaux et complémentaires pour garder la valeur ajoutée des animaux produits sur le territoire, et donc de finir les animaux, les abattre et les valoriser, si possible, sur le territoire. On est dans la deuxième tranche du projet, je vous l'expliquerai. On a un certain nombre d'événements récents qui nous ont confortés dans ce projet. Donc, la mise à jour du cahier des charges bio, l'augmentation du prix des intrants, l'approche carbone des produits qui émergent de plus en plus sur les marchés, le Covid qui limite aussi le marché international. Donc, on se retrouve aussi avec des broutards qui étaient bloqués dans les fermes. Et puis, la nouvelle PAC avec l'émergence de la prime à l'UGV. Quelques mots sur le projet Bioviande. Donc, c'est 13 partenaires financeurs. On est en tranche 2, je vous l'ai déjà dit. Là, il a commencé en 2017, il s'est terminé en 2019, il a repris en 2021. Porté par le pôle bio. L'objectif est d'intégrer des acteurs de l'amont, de l'aval des filières. Donc, par rapport à Proverbial, on a réussi à avoir des acteurs de l'amont des filières qui nous suivent dans ce projet. Voilà. Donc, on peut nommer certaines coopératives, FEDER notamment. Et donc, d'arriver à trouver une articulation, un dialogue. Aujourd'hui, cette présentation, elle va valoriser aussi les acquis de la tranche 1 du projet, qui sont toutes disponibles sur le site internet du pôle bio. Donc, je vous fais 2 petits focus, parce qu'on va s'en resservir, je vais vous en reparler après. La première tranche du projet, on avait fait des enquêtes sur des fermes allaitantes hors Massif Central qui valorisent, finissent des animaux 100% à l'herbe. Donc, il y avait 8 éleveurs bovins et 3 éleveurs ovins. Une conclusion, il n'y en avait aucun qui était 100% circulant. Voilà. On avait été chercher ces gens-là qui produisent des animaux finis 100% à l'herbe. Il n'y en avait aucun éleveur n'était 100% en circulant. Certains ne l'étaient pas du tout, certains l'étaient un petit peu. Voilà. Et lors de la tranche 1, on a pu aussi faire des enquêtes auprès des acteurs de l'aval des filières pour créer des fiches de synthèse des attentes des filières par rapport aux différentes catégories d'animaux. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la fiche bœuf. Et donc, en gros, c'est des fiches pour synthétiser globalement où doivent se positionner en termes de classement, conformation, poids, âge à l'abattage, état d'engraissement, les types d'animaux pour avoir une rémunération maximum sur les filières et saisonnalité aussi. Donc, on s'est basé sur ces acquis-là pour après construire la suite du projet. La suite du projet était d'articuler le projet Bioviande autour du développement des connaissances entre acteurs. Donc, de mieux comprendre les systèmes et renforcer leur durabilité pour anticiper les productions à venir et développer des connaissances pour avoir une meilleure articulation amont-aval opérationnelle, avec un focus autour du développement de filières de proximité. Donc, je vais un peu vite, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce projet Bioviande, il a déjà produit des connaissances. Et donc, cette deuxième tranche, elle était vraiment focalisée sur comment mieux articuler cet échange d'interconnaissances entre les acteurs de l'amont et de l'aval des filières pour essayer de trouver un petit peu des modes de fonctionnement et de travail et des outils de travail communs pour essayer de mieux se comprendre. C'est comme ça qu'on a pensé cette tranche-là. Et donc, les stages, les résultats des stages de Capucine et de Marie s'inscrivent clairement dans ces actions B1 et B2. Donc, de vraiment arriver à produire de la connaissance et des outils pour favoriser l'échange et l'interconnaissance au sein des filières. Donc, l'idée vraiment, c'est de travailler à cette notion de co-construction. Et donc, les 2 stages avaient vraiment pour objectif d'aider à anticiper les volumes et les qualités des carcasses. On s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire ça. C'était une demande de l'aval de dire, oui, ok, il y a des conversions en bio, il y a des gens qui un peu moins récemment, on l'a vu juste avant, mais dans les futurs éleveurs, nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand ils se convertissent au bio, quel type de produits vont sortir des fermes et à quel moment, pour pouvoir anticiper les volumes et la valorisation de ces produits. Donc, nous, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va faire ça? Et donc, on a eu 2 stratégies. Une première stratégie qui a été analyser les trajectoires de conversion. Donc, ça, c'est le stage de Capucine. Et une deuxième stratégie qui a été analyser les stratégies et techniques commerciales d'éleveurs après conversion.
Ça va, vous me suivez jusqu'à présent? Donc, analyser les trajectoires de conversion, l'objectif, c'est vraiment de mieux accompagner à la fois les changements structurels, les évolutions de performance dans les fermes et les évolutions de produits issus de systèmes d'élevage plutôt herbagés à l'étang dans le Massif central. L'analyse des stratégies et des techniques commerciales, c'est vraiment focusé sur la compréhension des stratégies et des choix techniques et commerciaux en élevage après la conversion. Et donc de produire des connaissances pour identifier, faire comprendre à l'ensemble des acteurs quelles ont été les difficultés au cours des stratégies, au cours des trajectoires de conversion post-bio et conversion à la bio et dans la mise en place des stratégies de commercialisation d'animaux produits dans des systèmes plutôt herbagés. Et donc l'idée, c'était de répondre un peu à la question quels sont les outils et pistes de travail pour accompagner le développement des filières. Et donc là, sur cette tranche-là, on s'est focalisé sur les bovins. On n'a pas travaillé sur les ovins pour des questions de quantité de données et de temps. Par rapport à ça, donc en termes de méthodo, vous allez voir, je vais jongler entre les deux stages. Donc si vous ne me suivez pas, levez la main, criez. Enfin, voilà. L'analyse des trajectoires de conversion. Donc, l'objectif méthodologique, c'est déjà de proposer une méthode. Comment est-ce qu'on fait pour analyser ce qui s'est passé sur une ferme depuis sa conversion pour pouvoir anticiper derrière des volumes de production. Donc, proposer une méthode, analyser son intérêt et croiser ça avec des données d'abattage. Donc, on a pu récupérer sur les fermes qu'on a enquêtées. Et puis après, analyser ça au regard des attentes de l'aval. Et c'est là où on a utilisé nos petites fiches produits qu'on avait produits en tranche 1 pour comparer un petit peu ce que les éleveurs étaient capables de produire et ce que la filière attendait. En fait. Deuxième stage, l'objectif a été de décrire un petit peu les choix techniques des éleveurs qui se sont convertis à la bio, d'analyser les leviers au développement d'un circuit de commercialisation en particulier qui était la vente directe, et d'analyser les stratégies au regard des attentes de l'aval des filières longues et de dire est-ce que ces éleveurs qui ont mis en place des stratégies de vente directe, ils sont compatibles avec une stratégie de filière de proximité, qui était un des objectifs du projet. Donc, toujours dans l'idée d'identifier des données, des outils pour favoriser le dialogue. Ça va, vous me suivez? Donc, focus sur le premier stage qui concerne l'analyse des trajectoires. Capucine a été enquêté 14 élevages sur 5 départements du Massif central. Ces 14 élevages, ils ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères. Déjà, être des éleveurs qui utilisent de l'herbe et des éleveurs qui avaient des données de diagnostic de conversion. Pour pouvoir réécrire l'histoire, il fallait qu'on sache d'où on part. Donc, on a une photo initiale. Voilà. Donc, il y a eu tout un échange entre les partenaires, les techniciens conseillers qui suivent ces fermes-là et qui sont impliqués dans le projet Bioviande pour pouvoir sélectionner des éleveurs dont on avait les données de diag de conversion et qui aujourd'hui étaient dans des systèmes qu'on considérait plutôt vertueux d'un point de vue de la valorisation de la ressource et qui finissent une partie au moins de leurs animaux à l'herbe. En gros, sur les trajectoires de conversion, vous allez voir forcément, ils n'ont pas tous commencé leur conversion à la même date. D'un point de vue méthodologique, sinon ça aurait été trop simple. Donc du coup, on a des trajectoires, on va dire, qui varient entre 6 et 7 ans en moyenne. Il y en a qui se sont convertis un petit peu plus récemment. Donc on avait un peu moins de recul aussi sur les données. Au niveau des SAU, là, la proposition de Capucine, ça a été de comparer les données de notre échantillon qui est sur le carré encadré à droite, avec la moyenne bioréférence, donc des fermes en suivi bioréférence en 2019. Les fermes, la fin de la conversion correspond à la fin de l'étude de la trajectoire correspond à la dernière année comptable, donc 2020 ou 2021 en fonction des bilans comptables disponibles dans les fermes. Donc, la SAU moyenne de nos 14 fermes est de 127 hectares versus 124 en moyenne dans bioréférence, donc on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, mais avec une grosse variabilité, de 41 à 210 hectares. Le nombre de vaches allaitantes, 69. Moyenne 64 sur bioréférence, et on va de 14 à 63. Non, à 163, il y a un qui a sauté. Prairies par hectare de SAU, on est à peu près à 85%, donc on est un petit peu au-dessus que de la moyenne bioréférence. Et les UGB par vache allaitante, là, on est
plus élevés. Donc, on a 2,24 UGB par vache à l'éteinte versus 1,8 dans bioréférence. Donc, on est bien sur des élevages qui finissent plus les animaux. S'il y a plus d'UGB par vache à l'éteinte présente, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui ne sont pas des vaches à l'éteinte et qui sont à l'engraissement. La méthode, je vais passer assez rapidement, mais c'est quand même intéressant de comprendre comment elle s'y est prise, Capucine. Donc, il y a eu des données issues des diagnostics de conversion qui ont permis de faire une photo initiale de la ferme. Il y a eu des données récoltées en ferme lors d'entretiens ou alors sur la base d'entretiens qui a été mené dans le cadre du projet bioréférence pour faire une photo finale de la ferme. Et il y a eu un dialogue avec l'éleveur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé au milieu et pourquoi. Donc, Capucine, elle a retracé tout un tas d'indicateurs qui comparaient situation initiale, situation finale et déterminants de ces évolutions. Elle les a mis dans un tableau, elle a créé des variables, elle a fait une analyse statistique qui a permis en fait de discriminer les trajectoires de conversion. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est à la fois qu'est-ce qui différencie les trajectoires, comment on les caractérise, c'est ce qui différencie les choix techniques des éleveurs. Donc, quelles sont les variables finalement qui ressortent comme expliquant la variabilité de notre échantillon de 14 fermes. Et puis ensuite, quels sont les principaux types de trajectoires. Deuxième étape de sa méthodologie, elle a pu collecter les données d'abattage dans la plupart des fermes. Et du coup, elle a pu recroiser type de trajectoire et évolution des types d'animaux abattus, de la saisonnalité des animaux, enfin de la saisonnalité des abattages et des qualités des carcasses abattues. Là, on passe au deuxième stage sur la méthodo. Marie, elle a été enquêtée 8 exploitations dans 8 départements du Massif central avec des systèmes différents. Donc, un système 4 en veau sous la mer, un système broutard reproducteur un peu intermédiaire et 3 systèmes bœufs. Et elle a créé des monographies sur la base d'entretiens avec les éleveurs, d'entretiens avec les conseillers et de la bibliographie pour essayer de retracer, reconstruire le fonctionnement des systèmes et les stratégies de commercialisation. D'ailleurs, Myriam, tu dois avoir des monographies, je pense, à distribuer quelque part, peut-être sur le stand de Bio. Voilà. Et du coup, ça nous a permis d'identifier un petit peu les différentes stratégies de commercialisation et les freins, les difficultés qu'ont rencontrées les éleveurs pour la valorisation de leurs animaux finis à l'herbe. Ça va, vous me suivez toujours? Résultat du stage de Capucine, donc sur l'étude des trajectoires. Alors, ce qui est intéressant dans le stage de Capucine, c'est que dans les variables qui discriminaient les trajectoires, il n'y avait aucune variable sur l'économie. C'est-à-dire que ce n'était pas discriminant entre les fermes, aucune variable sur le chargement ou l'assolement, la part d'herbe dans la SAU, etc. Ce qui discriminait vraiment les fermes, c'était des choses autour de la commercialisation, du type de finition et des races. Pour vous donner quand même une idée des systèmes, on a regroupé les systèmes par type de production. On avait des systèmes, alors ça c'est la photo 2021-2022, 6 exploitations qui sont en système broutard-génisse, 4 exploitations diversifiées, 3 spécialisées gros bovins et une exploitation seulement en veau. Sur la commercialisation des animaux finis, donc il y a 2 exploitations qui sont en filière longue et développement d'un circuit court au cours de la trajectoire. Il y en a 2 qui sont restés strictement en filière longue en coopérative, 4 qui sont restés avec un maquignon, donc un marchand, et qui ont contractualisé avec une coopérative, et 6 qui ont développé la vente directe. Sur les races, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y en a 6 qui sont restés en Charolais ou Limousin, 4 qui sont restés en Salaire ou Aubrac, 2 qui sont passés d'une race lourde à une race rustique et 2 qui ont développé un deuxième troupeau, donc soit Angus, soit Hereford, soit Ferrandaise. Au niveau des trajectoires, la manière dont Capucine elle les a reprises, donc les variables qui caractérisent vraiment les trajectoires d'évolution suite à la conversion bio, c'est l'évolution de la race, l'évolution du débouché, les investissements réalisés et la charge de travail totale, l'évolution de la charge de travail totale au cours de la trajectoire, l'évolution du taux de finition et l'évolution de l'autonomie en concentré.
Donc, vous allez voir, les trajectoires, elle les a représentées avec une évolution pour chaque variable. Début de la trajectoire, c'est le début de la flèche. Fin de la trajectoire, c'est la fin de la flèche. Et si ça monte, c'est que ça a augmenté. Si ça diminue, c'est que ça a diminué. Et si c'est plat, c'est que c'est resté au même niveau. Pour la première trajectoire, le premier groupe d'exploitation, donc on a 4 exploitations qui ont suivi à peu près la même trajectoire. C'est des exploitations qui avaient une autonomie en concentré qui était élevée et qui est restée élevée après la conversion au bio. C'est des élevages en race lourde et qui sont restés en race lourde. C'est des élevages qui avaient un taux de finition faible sur les mâles et les femelles et qui ont commencé à finir les femelles uniquement, mais pas les mâles. Des exploitations qui sont restées en circuit long. C'est des exploitations où les agriculteurs ont dit réduire leur charge de travail suite à la conversion, mais qui n'ont pas spécifiquement investi, si ce n'est renouveler du matériel classique. La deuxième trajectoire, c'est une trajectoire qui regroupe 4 exploitations, qui concerne 4 exploitations. C'est des exploitations qui ont augmenté leur autonomie en concentré au moment après la conversion. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne voulais pas préciser dans le calibrage de l'échantillon, le niveau de consommation de concentré par UGV moyen de notre échantillon en 2020-2021, c'est 261 kg de concentré par UGV. Donc c'est quand même des gens qui sont très économes en concentré. Voilà. Il y a un peu de variabilité, mais c'est pas le niveau d'utilisation de concentré, enfin la quantité de concentré par UGV n'était pas discriminant dans les trajectoires. Donc, on est une autonomie en concentré qui a augmenté, donc soit parce qu'ils en produisent plus, soit parce qu'ils en consomment moins. Des vaches qui sont restées rustiques, plutôt de race rustique, et des éleveurs qui finissaient déjà des femelles avant la conversion et qui ont commencé à finir les mâles post-conversion. C'est des éleveurs qui étaient plutôt en circuit long, qui sont restés avec une part importante des circuits longs, mais certains ont développé un petit peu de circuit court, donc par exemple de la vente à débouché. C'est des éleveurs qui n'ont pas senti d'évolution particulière sur leur travail et qui n'ont pas spécifiquement investi dans du matériel ou dans des ateliers suite à la conversion bio. La troisième trajectoire, elle concerne aussi 4 exploitations. C'est des éleveurs qui avaient un niveau de concentré élevé qui est resté élevé. Les races ont évolué, elles sont variables. C'est là où on a de la Hereford, de la Ferrandaise, des doubles troupeaux. C'est des éleveurs qui finissaient déjà beaucoup les mâles et les femelles et qui ont continué à le faire. C'est des éleveurs qui étaient déjà en vente directe, qui sont restés en vente directe. Des éleveurs qui avaient déjà investi et qui ont continué d'investir après la conversion, c'est-à-dire soit un séchage en grange, soit un labo de découpe, soit un local de vente. Et c'est des éleveurs pour qui la charge de travail a évolué. Donc ça a augmenté. Ils ont augmenté la quantité de travail sur la ferme. Enfin, la dernière trajectoire, elle concerne 2 exploitations. L'autonomie en concentré est restée faible ou a diminué. Il y a eu un changement de race du lourd vers du plus rustique ou du croisé. Il n'y avait pas de finition des mâles et des femelles au départ et ils ont commencé à finir les mâles et les femelles après la conversion pour atteindre un niveau de finition qui est plutôt élevé des mâles et des femelles. Ils étaient en circuit long, ils sont restés en circuit long et ils ont développé une partie de circuit court et c'est des éleveurs qui n'ont pas investi et qui ont réduit leur charge de travail. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de ces trajectoires? Qu'est-ce que ça peut nous faire dire dans le cadre de notre objectif qui était vraiment d'anticiper un petit peu les productions et aussi les changements structurels sur les exploitations? C'est plutôt un constat qui veut s'adresser à l'ensemble de l'amont de l'aval de la filière. Globalement, il y a quelques questions clés à se poser quand on accompagne un éleveur vers la bio, enfin vers une conversion vers la bio, pour anticiper un petit peu quel type de produit il va être capable de sortir. Ce qu'on s'est rendu compte dans ce projet, c'est que aucun des éleveurs qui étaient en race lourde n'a réussi à finir ses mâles et ses femelles après conversion. Voilà. Il y a une finition des femelles qui augmente, mais la finition des mâles, on n'arrive pas à finir les éleveurs n'ont pas, les 14 éleveurs de notre échantillon n'ont pas réussi à finir leurs mâles. Sur les races rustiques, bon, il y a eu de l'évolution, et sinon, il y a un changement de race. Donc, sur les races rustiques, on a des éleveurs qui arrivent à finir de mâles et femelles. S'il y a un maintien de race lourde ou de race rustique avec finition totale des mâles et des femelles, on a mis en place de la vente directe. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'échantillon, on avait une éleveuse en limousine qui est restée en limousine et qui fait du JB.
Donc des mâles limousins de 2 ans qui sont abattus et vendus 100% en direct. Et elle a une clientèle, elle est très contente et ça se passe très bien. S'il y avait de la vente directe avant la conversion, globalement, on se rend compte que les éleveurs, ils font pas marche arrière. Enfin, clairement pas, voilà. Donc aujourd'hui, pour anticiper un petit peu ces trajectoires et accompagner un peu mieux les éleveurs dans une conversion bio, s'ils sont déjà éleveurs allaitants avant la conversion bio, bah, globalement, le constat, il est que trouver des débouchés pour la commercialisation des mâles finis, ça demande du travail et de l'investissement. Donc, tous les éleveurs qui ont réussi à valoriser un pourcentage élevé de mâles sur le troupeau, ils ont dû aller chercher soit un circuit de proximité avec un boucher, soit développer la vente directe. Les solutions de valorisation, elles reposent du coup majoritairement sur la création de liens entre les éleveurs et ceux qui découpent la viande. C'est-à-dire que localement, s'il n'y a pas de débouché, s'il n'y a pas d'abattoir, s'il n'y a pas d'atelier de découpe ou de transformation locale, on n'arrive pas, enfin les éleveurs n'arrivent pas à valoriser 100% de leur mâle fini sur les exploitations après la conversion au bio. Vous allez le voir après sur les données d'abattage, ce qui est intéressant. Donc, je vais vous aider à lire un peu le graphique. Donc, Capucine a fait un gros boulot de collecte et de tri des données, des animaux abattus sur les fermes. Donc, ici, elle a choisi de présenter l'exemple des bœufs de race plutôt rustique, donc Aubrac, Salaire, Ferrandez, Hereford. En ordonnée, en abscisse, pardon, vous avez les années après la conversion. Donc, vous avez l'année de référence qui est au moment de la conversion et les années post-conversion. La proportion d'animaux qui répondent ou pas à différents critères. Donc, en vert, ça répond aux critères du pied C en termes de qualité. Donc, pour le pied C, c'est U+ ou R égale, note d'engraissement 3 et des animaux qui font entre 350 et 500 kg de carcasse. En jaune, c'est du transformé, c'est du R-, AP-, note d'engraissement 3 et des animaux qui font 350 à 450 kg de carcasse. Et en rouge, c'est quand ils ne répondent pas aux attentes de la filière. Donc ça, c'est les données qui sont issues des fiches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on constate, c'est que post-conversion, ça prend un peu de temps aux éleveurs, mais ils arrivent à produire des bœufs qui correspondent, bon an, mal an, pour une proportion qui va jusqu'à à peu près 70% des animaux produits aux attentes de la filière. Voilà. Mais on va dire que pour commencer à avoir une valorisation significative, il faut quand même attendre 7 ans post-conversion. Ce n'est pas instantané. Donc déjà, les premiers animaux, en général, ils ne sortent pas. Enfin, vous voyez, ça prend bien 2-3 ans. On a un changement de stratégie. Et après, ils mettent quand même 7 ans. Nos 14 éleveurs, là, ils ont mis 7 ans à réussir ça. Donc, sachant qu'il n'y a pas les 14 éleveurs là-dedans, parce que globalement, déjà, c'est que les races rustiques. Et en plus, il y en a qui ne font pas de bœufs. Là, je crois qu'il y a 4 fermes, 4 ou 5 fermes qui font ça. Sur ces données de 4 ou 5 fermes qui sont agrégées. Je regarderai exactement si c'est 4 ou 5, mais... Sur les vaches, donc là, il y a le même graphique, la même logique. À droite, c'est les vaches de réforme de race rustique et à gauche, les vaches de réforme de race lourde. Les critères pour être dans du pied C, c'est du R+, AP-, note d'engraissement à 1,3, 350 à 500 kg de carcasse. Enfin, pour du transformé, pardon. Et pour du pied C, c'est du E- à U égale, note d'engraissement 3 et du 400 à 500 kg de carcasse. En gros, ce qu'on constate, c'est que donc c'est le même principe. En abscisse, on a les années post-conversion et en ordonnée, on a la proportion d'animaux qui correspondent aux différentes catégories. Donc, sur les vaches de race lourde, on se rend compte qu'on tourne autour de, on va dire, 70-75% des vaches qui correspondent aux attentes du pied C ou du transformé et que la conversion n'y change pas grand-chose, en fait, ça ne change rien. Pour les races rustiques, là, c'est un peu moins. On est autour de 50%. Mais encore une fois, on est plutôt d'ailleurs, si on regarde sur le pied C, il y a très peu d'animaux qui correspondent en race rustique aux exigences du pied C de la filière longue. Et encore une fois, la conversion n'y change rien. Enfin, ça évolue très, très peu.
Donc, sur ces constats-là, voilà, c'est intéressant, on le verra derrière en termes de stratégie de commercialisation et de valorisation, ça rejoint complètement un petit peu ce qui a été dit juste avant. On a des éleveurs qui arrivent à valoriser une partie de leurs animaux avec des attentes qui correspondent à ce que demande l'aval sur le papier. Mais dans les faits, on a autour de 50% des vaches là, qui sont dans des cases qui ne correspondent à pas grand-chose sur ces animaux-là. Ça, c'est pour les résultats du stage de Capucine. Pour les résultats du stage de Marie, alors vous m'excuserez par avance parce que du coup, je connais moins les résultats, donc je serai un peu moins apte à répondre aux questions. Mais grosso modo, elle a travaillé plutôt sous forme de monographie où elle a synthétisé par ferme le contexte de la ferme, l'itinéraire technique de la ferme, la stratégie de commercialisation, la gamme de produits, avec des éléments et des données économiques. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, un témoignage d'éleveur sur ses pratiques. Donc, par rapport à son échantillon, donc, il y avait 8 éleveurs. Ce qui est intéressant de regarder, c'est peut-être ces graphiques-là, moi, que j'ai trouvé intéressants. Donc, il y a un graphique qui récapitule l'assolement et qui récapitule la part d'herbe pâturée dans la ration par rapport au pourcentage d'autonomie de la ferme. Donc, on a des fermes qui sont plutôt très herbagères dans celles qu'elle a pu enquêter, puisque ici, en fait, si on regarde tout ce qui est vert foncé, donc prairie permanente, prairie temporaire, haute culture fourragère et grande culture. Donc, on est sur des fermes qui ont toujours moins de 10% de culture, d'autres cultures, et qui sont quasiment toutes en 100% herbe sur la partie fourrage. Au niveau de l'autonomie, on a des fermes qui fluctuent entre 90 et 100% d'autonomie alimentaire. Et sur la partie pourcentage d'herbe pâturée dans la ration, on a plus de variabilité. C'est ça que je trouvais intéressant, en sachant que le système C, c'est un système veau sous la mer. Donc, du coup, voilà, c'est un peu plus difficile à analyser dans la part d'herbe dans la ration du veau. Mais grosso modo, on tourne autour de 70 jusqu'à 80. C'est ça, même pas 50 jusqu'à 75% d'herbe pâturée dans la ration. Là, c'est des données sur les stratégies, les données UGB. Je passe assez vite parce que finalement, vous les retrouvez dans les fiches monographie. Sur la conduite zootechnique, donc c'est des animaux. Donc là, ça représente des graphiques qui vous montrent un petit peu la saisonnalité des animaux qui sont produits sur la ferme, donc avec la répartition des vélages. Donc ici, c'est en vert clair, c'est le système veau. Ici, on a le système bœuf et ici, on a le système intermédiaire. Donc sur le système bœuf, ce que je trouve intéressant du coup, c'est que on voit qu'on est plutôt en vélage plutôt fin hiver, printemps, massivement en termes de volume, alors que sur les systèmes veaux, on sera plutôt sur du vélage d'automne-hiver. Voilà, avec une surveillance des vélages au bâtiment, etc. Et avec quand même des systèmes intermédiaires avec les 2 pics de vélage. Et donc, sur les monographies, vous pourrez retrouver, vous regarderez la stratégie de chacune des fermes par rapport à la stratégie moyenne de l'échantillon. Et on retrouve bien encore ici, par exemple, sur le cas d'une ferme H, là, une part de vélage très importante au printemps, avec une part de vélage répartie sur août-septembre pour avoir la stratégie de double saison de vélage et pouvoir bénéficier des 2 pics de pousse de l'herbe. Sur la partie circuit de commercialisation, pareil, elle a produit des données qui sont intéressantes et qui permettent de regarder un petit peu quelle proportion des animaux sont commercialisés et pour quel type de circuit. Donc, sur les circuits de commercialisation, circuits courts, on avait des exploitations qui étaient forcément toutes sélectionnées parce qu'elles faisaient de la vente directe en colis, mais qui ont des stratégies de diversification commerciale qui sont très différentes. Donc ici, on a le taux d'animaux commercialisés en vente directe, hors reproducteurs. Donc on voit qu'on a de 100 jusqu'à 14%. Et on a des élevages qui ont jusqu'à 4 circuits de commercialisation différents. Donc ici, on a du magasin, de la RHD, donc des colis et du marché. Sur des éleveurs en petit volume, on est plutôt sur du colis. Et sur l'éleveur qui est en 100% vente directe, on va être sur du colis et du magasin. Donc on voit qu'on a quasiment aucun éleveur qui a un taux significatif
de commercialisation en vente directe qui mise sur un seul circuit de commercialisation. Là, ici, on a l'impact du nombre de circuits sur les charges liées à la commercialisation. Donc ça va un peu plus loin par rapport à ce constat-là, c'est de dire que au plus l'éleveur diversifie son nombre de circuits de commercialisation, au plus on a des charges. Donc ici, on est en euros par kilo de viande vive qui augmente des frais de commercialisation et de transformation en euros par kilo de viande vive qui augmente. Voilà. Je n'ai pas les détails des calculs, mais je peux les trouver si ça vous intéresse. Donc ici, elle produit un graphique qui vous montre un petit peu, par exemple, la complexité que ça peut être pour un éleveur qui est en 100% vente directe de commercialiser ses produits. Donc cet éleveur-là, qui vend tous ses produits en vente directe, il a de la chance, il n'est pas très loin d'un abattoir, donc Saint-Romain de Popé. Donc pour une partie de ces animaux, ils partent avec Bovicop à l'abattoir. Ils sont transférés donc à l'atelier de transfo qui est sur place. Ils sont ramenés à la ferme et ils sont vendus au détail sur la ferme en partie, où ils partent vers d'autres magasins de producteurs, vers un traiteur, vers des cantines scolaires, vers des restaurants ou vers une aval. Une partie des animaux, ils s'organisent avec un voisin pour aller à l'abattoir de Saint-Romain. Ils s'organisent pour récupérer les carcasses. Il y a un atelier de découpe, donc il fait de la prestation avec un boucher auto-entrepreneur qui vient sur la ferme faire de la découpe. Une partie des découpes repart dans une conserverie pour faire des préparations. Puis, les conserves repartent pour de la vente directe vers des magasins de producteurs, les AMAP, etc. Donc, en termes de coût, ce qui était indicatif, on était à 3 € à 3,50 € du kilo pour tout ce qui était abattage découpe par un prestataire à 100%. Ici, le boucher, lui, sur la partie découpe, ce qui était indiqué, on était à 1,49 € du kilo pour de la prestation avec un atelier de découpe propre à la ferme. Donc, il n'inclut pas les charges de structure de l'atelier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ce qu'on se rend compte pour les éleveurs de cet échantillon-là, c'est qu'en fait, faire valoriser des animaux finis majoritairement à l'air, enfin finis avec une part d'herbe importante dans la ration, localement, la vente directe, c'est un levier. Par contre, il faut maîtriser son équilibre matière, il faut maîtriser la saisonnalité des commandes, il faut avoir une réflexion sur la destination finale de chacun des animaux selon les débouchés. Donc, des mâles ou des femelles, des jeunes ou des vieux animaux. Ça nécessite d'avoir une petite logistique et quand même une capacité de l'éleveur à bien planifier les sorties de ces animaux et d'avoir une réflexion aussi sur la fixation du prix. Et vous allez le voir, on a des éléments qui sont assez intéressants par rapport au prix de vente et par rapport au prix de revient. Et ça demande d'être capable d'optimiser, de reconcevoir ou de substituer un certain nombre de pratiques pour pouvoir arriver à s'en sortir et donc de dépenser quand même pas mal d'énergie pour arriver à coordonner tout ça. Donc en termes de pratique, ça peut être, sur de la stratégie d'optimisation, ça peut être améliorer le conditionnement des produits. Si je prends l'exemple, il y avait un éleveur qui nous disait que en fait, simplement pour des pièces avant à griller, il ne les vendait pas très cher. Il disait que c'est pas très qualitatif, ça ne se vendait pas. Il a augmenté le prix, ça s'est beaucoup mieux vendu. Donc, bon, en fait, c'est le même. Les gens achètent ce qui est cher, en fait. Hein, au bout d'un moment, on aurait peut-être dû faire payer le prix de la conférence, d'accord. Je tirer plus de monde, Myriam, pour l'année prochaine. Ensuite, une adaptation du grammage. Encore une fois, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est ce que disait Julien tout à l'heure, les gens ils cherchent plus des grosses pièces à griller, ça coûte trop cher. Donc adapter le grammage, adapter la composition des colis, être un peu flexible sur la composition des colis pour s'adapter à la clientèle. Substitution, c'est-à-dire utilisation du catégoriel animal, donc trouver les bons animaux qui auront la meilleure valeur marché et la meilleure valeur produit dans la transformation ou dans la vente au détail. Et sur la reconception, c'est réussir à trouver des bons débouchés qui permettent d'avoir une régularité d'approvisionnement ou des dates fixées à l'avance. Je vous donne l'exemple, la RHD, c'est super de travailler avec la RHD, sauf que la RHD, il va vous demander 50 kg de rôti.
Bon, bah, quand on fait tuer une bête, on n'a pas 50 kilos de rôti, en fait. Voilà. Donc, c'est trouver aussi une logistique et c'est pas forcément travailler seul, du coup. Ça demande aussi de l'organisation pour réussir à répondre à ces débouchés-là. Pour avoir la meilleure complémentarité et valorisation possible. Sur les prix, donc ça, c'est des données qu'elle a pu avoir dans les fermes où elle a recalculé le prix de revient sur la base de la méthode coût-prod IDEL par rapport au prix de vente. Et donc, ce qu'on se rend compte quand on recalcule le prix de revient en euros par kilo de carcasse et le prix vendu en euros par kilo de carcasse, on a assez peu de fermes qui retombent finalement sur leurs pieds, en fait. Bon, c'est des choses qu'on se dit souvent, on le factualise, quoi. Voilà. Donc, la vente directe, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en place. Il y a beaucoup d'intermédiaires, on est dépendant de beaucoup de choses. Ça se ressent sur les charges. Et puis, dans les prix de vente pratiqués, on se rend compte qu'on a souvent du mal à retrouver sur nos pieds, quoi. Oui. On est bien sûr un prix de revient calculé pour un objectif de SMIC par humo. Coût de prod, oui. Oui, oui. Oui, sur un objectif de SMIC par humo, alors après, on en pense qu'on en veut. Voilà. Donc, en termes de discussion et conclusion, qu'est-ce qu'on en retient de ces stages? Finir des animaux localement et à l'herbe dans la filière actuelle. Donc là, on a eu une présentation proverbiale où on a principalement eu des résultats de fermes expérimentales qui étaient très intéressantes. Ici, on est parti de constats d'éleveurs et de comment ils se sont organisés suite à la conversion au bio pour valoriser des animaux qui étaient finis sur les fermes ou est-ce qu'ils arrivaient à finir les animaux et comment est-ce qu'ils les valorisaient. On voit qu'il y a de la marge de manœuvre. Il y a de la marge de manœuvre technique pour mieux répondre à la demande actuelle. On a des éleveurs, on se rend compte sur les bœufs, ça prend un peu de temps, mais ils arrivent à mettre en place des rations, des niveaux d'autonomie et des qualités d'animaux qui répondent en partie aux attentes de la filière. Il y a des choses à faire, on voit qu'il se passe des choses sur les races. La question de la race, on l'a vu tout à l'heure avec les données des résultats de ferme expérimentale, c'est un point crucial dans la capacité des éleveurs à répondre aux attentes de la filière. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui sont pénalisés non pas pour la conformation des animaux ou l'état d'engraissement, mais pour le poids des animaux. En fait, les déclassements qu'on a constatés sur les bœufs et sur les vaches, ce n'est pas la conformation, c'est le poids. Donc, on a un problème de classement des animaux et on a aussi un problème d'attachement des éleveurs aux races qui détermine en fait l'organisation de la conduite et du système derrière. Un éleveur qui ne veut pas changer de race, il va se retrouver verrouillé dans un certain nombre de pratiques, notamment sur des races lourdes, de difficultés techniques pour la valorisation des mâles dans des systèmes plutôt herbagés par rapport aux attentes d'une filière, on est d'accord. Donc sur les taux de finition, on a vu il y a possibilité de faire des choses, mais ça prend du temps. Et sur la partie investissement, on se rend compte qu'on avait des éleveurs un petit peu dans deux stratégies. On a des éleveurs qui, suite à la conversion au bio, sont restés plutôt sur du circuit long et ont un peu lâché et diminué la charge de travail et la quantité d'investissement pour rester sur des systèmes plutôt économes. Et même si les animaux étaient un peu moins bien valorisés, ils s'y retrouvaient quand même. Par contre, les éleveurs qui ont voulu, qui sont rentrés dans une démarche où ils ont travaillé sur la meilleure valorisation produits d'animaux finis à l'herbe, etc., via de la vente directe, en termes de temps et d'investissement financier, on se rend compte que c'est quand même très conséquent et très énergivore. Donc aujourd'hui, oui, il y a de la marge de manœuvre pour les éleveurs, mais jusqu'à une certaine limite. On arrive à produire des animaux qui répondent aux attentes d'une filière sur des critères qui sont quand même mis en discussion aujourd'hui. Voilà, à peu près 50 à 75% des animaux arrivent à répondre à ces attentes-là. Mais ça coûte de l'énergie et des adaptations, et ces adaptations ne seront pas à la portée de tous les éleveurs. Donc, je ne vais pas reprendre ça, mais c'est ce qu'on s'est déjà dit jusqu'à présent. Il n'y a pas une, mais des réponses possibles à la question initiale, avec une multitude de combinaisons de leviers et de stratégies, en termes de choix de circuits de commercialisation, de catégories d'animaux qu'on choisit d'engraisser ou pas, de catégories d'animaux qu'on va vendre selon les débouchés. On n'a pas trop insisté là-dessus, mais on a quand même beaucoup d'éleveurs qui jouent sur la complémentarité circuit long, circuit court, avec des animaux qui ne répondent pas au circuit long, qui partent en circuit court. Ça peut être une solution, même si on voit bien que ce n'est pas si évident que ça, parce que ça demande quand même le circuit court un certain investissement, une certaine régularité, surtout si on passe par des intermédiaires.
Le choix du type racial qui semble quand même assez déterminant dans la capacité des éleveurs à finir des animaux qui répondent à un certain type de demande. La gamme des produits et puis la proximité aussi avec des structures qui permettent de valoriser localement ces animaux. On a des éleveurs aujourd'hui qui étaient dans le Puy-de-Dôme, qui descendaient jusqu'à Saint-Flour pour faire abattre et transformer les animaux. Donc, quand on a une vache ou deux vaches, deux animaux, vous vous rendez compte, le coût et l'investissement, c'est colossal, quoi. Et puis, il y a des éleveurs aussi qui nous ont fait part du fait qu'ils avaient pensé à la vente directe, mais qu'ils ont 5 éleveurs dans leur village qui sont passés en vente directe. En fait, il y a aussi une question de saturation du débouché vente directe. Et la problématique de la vente directe, ça n'a pas de rapport avec le régime de finition à l'herbe. Indépendant. Ça n'a pas de rapport, c'est un peu lié dans la stratégie de l'éleveur. On a des éleveurs qui n'arrivaient pas à finir certains mâles pour la filière longue, du coup, qui ont développé un circuit court. La problématique vente directe, pour moi, elle est indépendante de comment la bête est finie. On est d'accord, il y a une question technique et il y a une question de commercialisation. Sauf que quand on gère une ferme, on produit de l'animal qu'on valorise sur un marché. Donc, si on a des animaux des catégories d'animaux qu'on arrive à valoriser sur un circuit long, la vente directe est un circuit qui peut permettre de valoriser des animaux qui ne répondent pas à ces attentes. C'est ce qu'on a constaté sur les fermes. C'est pour ça que cette thématique vente directe, elle a émergé dans le projet Bioviande. Après, on peut ne pas être d'accord. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on a fait. Par rapport au point de vigilance, on en a déjà parlé. Investissement en temps, les coûts d'amortissement, des stratégies à l'échelle de la ferme qui ne sont pas forcément transposables en l'état au volume à gérer par des opérateurs techniques, notamment sur la capacité des éleveurs à gérer, à valoriser le 5e quartier. C'est des choses qui sont ressorties. Quand on est en vente directe, on a des rendements carcasses qui montent quasiment jusqu'à 80% en fait, de l'animal. Alors que sur de la filière longue, en fait, on va rester autour de 55-60% de valorisation de rendement carcasse, puisqu'on a des éleveurs qui arrivent à faire de la valorisation d'abat, du transformé, etc., etc. Donc, on avait aussi cette discussion avec les éleveurs qui était assez enrichissante dans la manière dont on a pu travailler avec eux dans les stages, c'est-à-dire de dire, bah oui, mais moi, sur mon valorisé carcasse, mes carcasses, certes, à l'abattoir, elles pèsent tant, sauf que mon 5e quartier, en fait, il me rapporte de l'argent, alors que si je vends en filière longue, mon 5e quartier, je n'en vois pas la couleur. Donc, ils arrivaient aussi à trouver un équilibre par rapport à cette capacité à valoriser la totalité d'une carcasse, ce qui était des réflexions qu'on a trouvées intéressantes. Donc, par rapport en conclusion, les trajectoires, c'est un outil pour moi qui nous a permis, on n'a pas réinventé, mais on a pu conforter un certain nombre de points et de questions déterminantes que doit se poser l'éleveur ou le conseiller qui accompagne l'éleveur dans sa conversion par rapport à justement cette question d'anticiper le type d'animaux qui va être produit. Est-ce que l'éleveur, il est ouvert ou pas à un changement de race s'il part d'une race lourde? Est-ce que la capacité de la sol à produire de l'herbe et de la céréale, elle correspond aussi aux rations que l'éleveur a produites? Bon, ça, c'est la base. Une volonté d'évolution de la charge de travail. Si l'éleveur il est plutôt dans une phase où se dire je suis déjà saturé, on sait déjà que le type d'animaux qui va être produit, il va avoir une valorisation et un circuit de commercialisation qui va s'orienter plutôt sur du circuit long et donc on peut l'aiguiller à travailler sur une valorisation plus pertinente de ces animaux sur le circuit long. Sa volonté, sa capacité à investir et à s'investir dans la commercialisation, je l'ai déjà dit. Ça permet d'anticiper un peu le type d'animaux et le taux de finition qu'on va avoir. Et puis, le suivi des données d'abattage post-conversion. Ça, c'est des choses qu'on trouvait assez intéressantes, notamment sur le faible impact de la conversion sur la qualité des vaches. La finition des mâles qui prend du temps et qui est limitée. On n'arrive pas à avoir plus de 50% des bœufs qui répondent aux attentes de la filière. Et enfin, par rapport aux conclusions globales sur la stratégie de commercialisation, les leviers techniques, les éleveurs ont développé des leviers qui permettent, avec des stratégies de valorisation et de commercialisation locale d'animaux majoritairement finis à l'herbe, de s'en sortir, mais qui nécessitent une multiplicité des débouchés, qui nécessitent de travailler sur l'organisation de la saisonnalité de la production de leurs animaux, du choix des types d'animaux par circuit de commercialisation et de travailler à un équilibre matière qui n'est pas forcément simple à gérer. Donc, ces leviers, je l'ai déjà dit, ils sont coûteux en temps, en énergie et pas toujours rémunérateurs ou pas forcément à la hauteur du temps investi.
Parce que tout à l'heure, on disait 2 SMIC, mais en fait, quand on fait 70 heures par semaine, on fait le boulot de 2 personnes. Ces leviers restent activables dans un certain nombre de contextes territoriaux, donc avoir accès à des infrastructures, à l'aval, au marché, et avoir une concurrence acceptable sur le territoire. Vous donner un exemple, un des éleveurs qu'on a enquêté, sur sa commune, ils étaient 5 fermes en vente directe de viande, de bœufs ou d'ovins. Il n'est plus que tout seul. Il y a 3 fermes, enfin les 4 autres fermes ont fermé la partie vente directe ces 3 dernières années. Et notamment 2 après le post-Covid qui a été vraiment catastrophique, quoi. Ces leviers restent gérables sur des petits volumes. Et la RHD, donc ça c'était plutôt la réflexion de Anne, qui était vraiment de dire que c'était un cas intéressant où on pouvait travailler à la complémentarité des modes de commercialisation, avec par exemple des cantines de communes qui seraient voilà, des acteurs privilégiés pour travailler en direct avec des éleveurs, ou des cantines centrales de gros lycées ou d'hôpitaux qui peuvent permettre de travailler avec des acteurs de filières plutôt longues. Et donc l'idée, c'est toujours de continuer à essayer de comprendre comment les uns et les autres fonctionnent pour pouvoir contribuer à créer du dialogue. In fine, on voit bien qu'il va y avoir des discussions autour de la valorisation du prix des animaux, quoi. Enfin, ça, on a les mêmes conclusions, les mêmes constats que ce qui a été présenté juste avant. Au bout d'un moment, on ne pourra pas en passer par une revalorisation ou un travail autour de la valorisation de la valeur de la viande sur le marché, en regard de ce qu'on appelle la qualité des animaux. On est fini. J'espère que ça ne vous a pas trop mixé le cerveau d'avoir 2 résultats de stage. Si vous avez des questions. Merci Émilie. On va prendre 2-3 questions rapidement. Ce n'est pas très en avance sur ta ligne, mais... Est-ce qu'on a une idée des années d'engagement des éleveurs qui font partie de l'échantillon? Quelle est la diversité? Sur la conversion, ceux qui se sont convertis le plus tardivement se sont convertis en bio en 2018. Enfin, ont été labellisés bio en 2018. Et ceux pour qui il y a eu 10 années d'analyse. Le plus de recul, on était sur des gens qui se sont convertis 2006-2007. D'accord. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas tellement une question, mais c'est une réflexion, que ce soit ce qu'on a vu là sur la ferme expérimentale et puis ce que tu montres, ce que ces travaux ont montré à l'échelle des exploitations agricoles. Nous sommes au sommet de l'élevage, un sommet qui met en avant les plus belles races à viande du monde, qui satisfont tout le monde. Et on se rend compte que lorsque les éleveurs du Massif central veulent vraiment produire de la viande, avec la ressource qu'on met en avant aussi dans le Massif central qui est l'herbe, eh ben, ils changent de race. Donc je ne sais pas, est-ce que ce message, un jour, les professionnels, les barons de la génétique qui ont des vaches de 800 kg là, dans le stand d'à côté, s'empareront de ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, la presse agricole professionnelle pourra mettre le pied dans le plat aussi? Parce qu'il y a vraiment un vrai décalage entre l'image et le message qui est véhiculé et une réalité que vivent les gens que veulent vraiment produire de la viande avec la ressource ici. Moi, je dirais, c'est pas la charolaise, c'est pas la limousine, c'est l'herbe. Et comment on valorise l'herbe? Le constat est que la limousine ou la charolaise ne sont pas valables. Mais c'est normal, ça fait 60 ans qu'elles sont sélectionnées pour faire du brouttard qui va se faire engraisser dans les feedlots italiens. Donc, si on veut honorer le marché italien, il n'y a aucun problème avec ces bêtes-là. Par contre, si on veut faire de la viande, il faut segmenter, avoir d'autres races. Est-ce qu'on paye 5,30 en ce moment les grosses charolaises? Donc, peut-être aussi, c'est peut-être. Oui. Les broutards charolais, 3,50. Donc, il y a peut-être une raison qu'il faut que les éleveurs font ça aussi. Oui, mais justement, oui, mais ces charolaises, enfin, elles sont payées 5,30 heureusement, parce qu'elles bouffent une tonne de concentré qui vaut 500 € la tonne. Donc, heureusement qu'elles sont payées 5,30, quoi. Ouais, et pour alimenter ça, c'est vrai que si on peut témoigner, Myriam, des échanges qu'on a eus avec les acteurs de Laval lors des ateliers de la tranche 1, en fait, quand on discute avec eux, on les met face à ce constat-là, on leur dit, bah voilà, parce que c'est pas le premier qu'on commence à le savoir, quoi. Enfin, je veux dire, on ne le découvre pas aujourd'hui, hein, voilà. Il se cache derrière les bouchers, et ça, je rejoins Julien. En fait, clairement, il y a un vrai travail à faire avec les bouchers et l'éducation des bouchers du coup, qu'est-ce que ça veut dire de produire de la viande et travailler sur cette notion de qualité de la viande, parce qu'aujourd'hui,
Pour vous donner un exemple, on travaille avec un groupe d'éleveurs dans le Nord Puy-de-Dôme. Les directeurs de supermarchés sont prêts à investir du temps, des moyens pour les aider à faire valoriser localement leurs animaux. C'est le boucher qui bloque. Il dit, mais moi, si mon boucher il me dit non, de toute façon, c'est le seul que j'ai. Enfin, c'est le seul qui travaille bien ma viande. Donc, je ne peux pas le virer. Voilà. Donc, on est pris en otage par un corps de profession qui a le monopole sur le marché. Et le deuxième argument qu'ils nous disent, c'est les consommateurs. Moi, voilà, on avait fait des études avec Myriam sur la partie, dans la tranche 1, auprès des consommateurs en sortie supermarché sur leur intérêt pour avoir de la viande à l'herbe. Le constat, c'est mais les vaches à viande ne mangent pas de l'herbe. Pas toutes, voilà. Et donc, pas que, voilà. Et du coup, et donc d'avoir du bœuf à l'herbe, ils découvraient que le bœuf pouvait ne pas être à l'herbe. Et c'était aussi un argument des bouchers de dire, si vous mettez dans le rayon un argumentaire de viande à l'herbe, les gens vont demander ce que mangent les autres animaux, quoi. Voilà. Donc du coup, et après, on rentre sur des postulats qui sont un peu de l'ordre de la culture. De dire, oui, mais si ton veau il n'est pas blanc et anémié, il ne sera pas acheté. Oui, mais si ton entrecôte elle n'est pas comme ci, comme ça, elle ne sera pas achetée. Bon. Je sais pas, après, on pourrait interroger, savoir combien de retours d'insatisfaction client tu as sorti de supermarché une fois qu'ils ont acheté leur barquette de viande sous vide. Je ne suis pas sûre que les gens se plaignent beaucoup de la conformation des animaux, quoi. Enfin. Mais oui, je suis d'accord, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. À toute chose, moi, j'aimerais répondre. C'est ton optimisme naturel, Bernard. Non, mais le changement climatique va peut-être aider maintenant parce que ces races elles ne sont pas du tout adaptées à avoir un changement des longs, à avoir des périodes difficiles. Ça pourra peut-être faire évoluer aussi les mentalités. Il y aura un effet prix des céréales qui va jouer parce que le prix des concentrés. Il y a quand même la hausse depuis un an est quand même phénoménale et ça va jouer aussi forcément. Oui, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas. Ils sont capables d'inventer. Du coup, je rebondis sur la dernière intervention sur l'évolution du prix des céréales. Ça va faire la transition vers la dernière intervention de l'après-midi qui est sur le fait d'introduire plus d'herbe dans les rations des monogastriques. Et avant ça, sur ce qui est de l'évolution côté aval, en termes de comment les grilles de prix sont construites. Dans le cadre de BioViande, il y a une rencontre professionnelle qui a lieu le 23 novembre à Brioude et qui vise à mettre autour de la table des éleveurs d'un côté et des opérateurs de l'autre. Et si ce travail il est fait plus pour les bovins viande, dans le cadre de BioViande, il est tout particulièrement fait pour les ovins viande dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Revavio. Et dans ce cas, il y a 4 réunions au total qui ont lieu. Une le 3 novembre à Parthenay, une le 23 novembre en même temps que BioViande à Brioude. Toujours des rencontres professionnelles qui visent à rassembler des éleveurs et des opérateurs de Laval. Et une le 10 janvier dans le Cher. Voilà. Je laisse finir la transition. Oui, merci. Alors du coup,